doigts et des ananas partout. Ah, je veux voir des doigts en l'air et des ananas absolument partout, la famille. Ah, mais il est là. Ah, attention. Alors. Eh ben, parfait. Impeccable. Salut, Comment Laurent. vas-tu? Alors, quoi de neuf? Eh ben, écoute, ça va super et toi? Bienvenue à la maison. T'as vu? Ouais, ben merci. On est là, on est encore en vie, et puis c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien, n'est-ce pas? Ouais. Bon, et vous alors, les gars, quoi de neuf? Ah, écoute, que du vieux. Travail, encore du travail, donc tout va On va bien. venir dans ton secteur, je crois. Rag. Ouais, tu viens dimanche. Ouais, c'est ça. Ouais, dans l'est de la France. Bah écoute, ouais, ça se passe plutôt pas mal là, la tournée avec les deux parties de spectacle là, ça se passe vraiment bien. Avec Jamel, on est vraiment rodé maintenant. Et puis j'ai la petite surprise du spectacle vendredi 13. C'était pas évident à amuser les gens et la galerie avec un sujet comme celui-là. Ouais, là, t'as pris un gros risque, hein? Là, tu sens que. Ouais, là, il a fallu quand même faire. Mais je dois dire que les gens se marrent. Même moi, je suis étonné parce que il y a deux, trois sketchs, je ne pensais pas qu'ils se marreraient comme ça. Mais bon. Ah, tu pensais pas que ça allait passer, hein? Mais Ouais, parce que je me suis dit, je vais aller chercher le point de rupture cette fois-ci. Je vais essayer de faire évoluer mon exercice, quoi, sur une zone inconnue. Et je suis étonné parce qu'en fait, les gens ont vraiment besoin d'en se marrer, quoi. Les gens ne croient plus en rien. c'est vrai. Et je remarque ça. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, mais bon, là, on est un peu sur le Titanic, et puis et bon, bah il y en a qui préfèrent se marrer, quoi. Alors, en même temps, il nous reste plus que ça, malheureusement, Moi, je crois aussi. pour le Je crois moment. que le rire, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Mais enfin bon, c'est pour ça que je continue à œuvrer, à faire ça. Je suis un pèlerin de la farce, quoi. Tu le sais, vous le savez. C'est ça. Ah, alors il y a des gens qui réagissent là. Oh la Ah, vache. il y a du monde qui arrive. La famille, n'hésitez pas à partager ce live. Eh oui, c'est le vrai Diodo, hein. C'est pas Ouais, partagez une IA, à fond, là. voir IA tout à l'heure. C'est pas une IA, c'est le vrai, hein. Non, non, c'est N'hésitez vrai, pas à c'est vrai. partager. Puis vieillit un peu, tu vois, ça blanchit. Oh, ça va. Bah, vous allez y passer, les gars, à un moment donné. Eh oui, on y passe tous. Non, ouais, ça blanchit, hein, ça blanchit. Ouais, j'ai Ah déjà ouais. dit que je me aussi un peu systématiquement, voilà. N'hésitez pas à partager ce live, la famille, faites venir un maximum de monde. Pas prévu de faire cramer du pneu. Il y en a toi qui font. Alors, c'est officiellement, on n'a pas le droit, mais faites-vous plaisir. Ouais. Allez. Hey, la planète, elle a combien de milliards d'années, la planète? Arrêtez. Et oui. Je suis sur le Kevin pour vos questions. Alors, bah écoute, on a prévu une petite série de questions par Eh rapport ben, vas-y, allez-y, hein, les gars. à ton nouveau spectacle. Ouais, ouais. Je vais commencer. Justement, tu parlais de vendredi 13. Du coup, Ouais. je voulais savoir si ce spectacle fait suite à ton ouvrage 14 novembre, C'est ça. où tu avais recueilli justement les témoignages de Mohamed Abdeslam. On l'avait reçu. C'est ça, le bouquin qu'on a fait avec Mohamed, 14 novembre. Bah, c'est une histoire de dingue. Alors, Mohamed Abdeslam est venu voir mon spectacle à Bruxelles. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés et puis il m'a raconté, quoi. C'est quand même un truc de fou d'avoir deux frères comme ça qui ont participé. Un s'est fait sauter sur une terrasse et l'autre a pris perpétuité, faisait partie du commando. Moi, c'est la moyenne d'âge qui m'a le plus étonné. Ils avaient 26 ans, les gars. C'était les mecs d'un même quartier, quoi. Alors évidemment, on n'a jamais eu les coulisses de cette histoire, quoi. Évidemment, ils ont fait deux, trois films où systématiquement, bon, il y a les gentils, il y a les méchants. Et moi, ce que je voulais, c'était essayer de comprendre, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles, d'ailleurs, des gens les familles des victimes, qui voulaient comprendre, et qui, même au procès, ils n'ont rien compris, quoi. Parce qu'il n'y a pas de débat, en fait. C'est un procès qui était là c'est un procès politique qui était là pour dire, regardez, la justice est passée. Ouais, mais est-ce que ça risque de recommencer, pour éviter que ça recommence, ça serait bien de savoir comment ça s'est produit, quoi. Et il expliquait, Mohamed, que le climat ressemblait beaucoup à celui d'aujourd'hui, avec les images qui reviennent de Gaza, avec ses enfants, les corps déchiquetés, tout ça. Il me dit,
sur une certaine population, ce type d'image peut avoir des effets absolument désastreux. Et je pense que c'est important de parler de ça et puis d'essayer de faire en sorte que ceux qui pourraient se laisser tenter par des actions désespérées comme ça pensent à leur famille, pensent aux gens évidemment, et pensent parce que ce que dit Mohamed dans le bouquin, c'est que évidemment il est sensible au désespoir des familles et au malheur des familles, à la souffrance des familles, mais ces kamikazes, ils détruisent leur propre famille aussi. Et c'est ça. C'est quelque chose qu'on n'entend pas. Et je pense que ça, c'est un argument fort pour éviter que certaines personnes fragiles ne tombent dans cette folie. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et ça va donner lieu à la fin à un docu-fiction parce que je vais travailler moi toutes ces scènes incroyables parce que qui m'a offert. Il y a des scènes incroyables vraiment et donc on va faire un docu-fiction marrant parce qu'on peut rire de tout et dans toutes circonstances et que je pense que le rire fait prendre conscience aussi exactement ouais de certaines choses quoi. Je pense que c'est important. Mais c'est vrai que la folie, elle est généralisée. Et on est dans un monde de fous. Hein. Justement, tu parlais là de ce nouveau spectacle. Et je voulais savoir justement si dans ton nouveau spectacle qui est intitulé Vendredi 13, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer déjà le choix de ce titre et le thème principal que tu as abordé du coup? Alors, donc, je suis parti de cet ouvrage que j'ai fait avec Mohamed Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam et de Brahim Abdeslam. Donc déjà pour essayer de m'imprégner des coulisses des attentats du Bataclan. Et ce qui est extraordinaire dans ce bouquin, c'est que on apprend des choses qu'on ne connaissait pas. Et moi, je voulais savoir comment des jeunes gens, donc 26 ans de moyenne d'âge en moyenne, ont pu se laisser, on va dire, influencer, manipuler pour en arriver à faire ce qu'ils ont fait, quoi. Et je crois que j'ai amorcé. Alors évidemment, moi c'est avec mon bâton de pèlerin, donc j'ai traduit un peu ce qu'on m'a dit avec une vision très humoristique. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le désespoir qui pousse à ce genre d'action, cette folie, quoi, parce que c'est en même temps une action suicidaire, en même temps une action héroïque pour eux, en même temps une action dingue, folle, qui n'arrange rien, évidemment. Après ces attentats, il y a rien, c'est que du désespoir partout et dans leur propre famille. Mais ils se sont laissés avoir et c'est vrai que la malice, elle est partout, quoi. Et se servir de la religion, de l'islam pour convaincre des gens de faire ce genre de choses, c'est aussi terrible que de voir George Bush avec la main sur la Bible déclarer la guerre à l'Irak, quoi. C'est mettre la religion systématiquement au service d'intérêts qui ne sont pas du tout ceux qui ont inspiré ces religions, quoi. Et donc c'est en cela, moi, je suis un sculpteur d'excréments, quoi. Donc c'est clair que c'est tellement immonde ce qu'ils font, c'est tellement laid, on doit en rire forcément, quoi. Et mais la laideur, elle est des deux côtés, elle est pas forcément que du côté de ces jeunes fous, quoi. Elle est aussi du côté de ceux qui font absolument n'importe quoi. Et moi, je pense que le monde, il est au bord de l'explosion. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher le rire là où on l'attend le moins, quoi. C'est ce que je fais. Et Mohamed, il m'en a raconté des choses, hein. Le titre s'appelle 14 novembre parce que lui, pour lui, l'histoire commence le 14 novembre. Le 13 novembre, il est devant sa télé, comme tout le monde, il regarde, il entend parler des attentats en France. Mais il sait pas que ses deux frères sont là-dedans. Et puis le 14, c'est les services antiterroristes qui débarquent chez lui. GIGN, hein. Ouais. Et là, sa vie bascule dans l'horreur, quoi. Il pense qu'il est Salah, donc il part en garde à vue dans les services. Enfin bon, c'est hallucinant. Ouais, justement, c'est ça où tu te dis, t'es en famille, tout va bien, et tout d'un coup, t'as un ordre de GIGN qui défonce sa porte.
C'est ça, et il est halluciné. Il est, euh, il est en train de manger un Uber qui s'est fait livrer, et puis, euh, et puis il voit des points rouges sur le mur, et puis là, c'est des commandos, des mecs avec des cagoules et tout ça, il comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Et puis avec des armes, ça là, il dit mais je suis pas ça là, enfin bon. Et il y a une scène aussi dans le bouquin qui est incroyable. C'est son frère lui a raconté une fois qu'il était en prison, il l'a visité. C'est une scène de cinéma. T'as les deux frères, Abdeslam, qui sont dans une voiture, et il y a Brahim qui va aller se faire sauter sur une terrasse, et Salah conduit, et donc Brahim lui dit arrête-toi là, c'est bon, c'est là. Et alors l'autre, c'est son frère quand même, son grand frère, il lui dit ben au revoir. Et l'autre lui dit mais non, on ne dit pas au revoir, on va se retrouver dans un monde meilleur. C'est pour te demander, pour vous expliquer à quel niveau ils sont perchés les mecs. Et je pense que c'est à ce moment-là que il y a la bascule qui se fait dans la tête de Salah, qui lui aussi a un gilet, qui lui va pas se faire sauter. On va retrouver son gilet d'ailleurs dans une poubelle. Mais pour dire qu'il y a un espoir qui est possible, même quand tu es entraîné jusqu'au bout dans cette folie. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais lui en tout cas a refusé d'aller jusqu'au bout. Lui il n'a tué personne, Salah, et il a refusé de se faire sauter. Pourquoi? Bah un jour il aura certainement l'occasion d'en parler. Et en tout cas Mohamed m'a raconté son histoire et me raconte les discussions qu'il a avec Salah en prison. En 10 ans, il a quand même bien évolué. Hein. Et il a eu une cavale de 6 mois. Enfin, le bouquin, c'est incroyable, c'est impressionnant parce que c'est un truc d'aventure, quoi. C'est un truc policier avec une traque, une cavale. Enfin bon. Et évidemment, son frère raconte tout ça. C'est palpitant. Alors bien entendu, vous pouvez retrouver son livre justement qui est 14 novembre sur la Biosphère, bien entendu. Sur le site. N'hésitez Mais pas. du coup, par rapport à ce nouveau sujet sensible du coup de spectacle, est-ce que par rapport au fait que la décision de justice le spectacle a été approuvé en fait, Ouais. est-ce que du coup il y a plus d'accès au niveau des salles? Alors, on trouve des salles maintenant un peu partout, mais il y a quand même encore des gesticulations. Ça prend du temps, hein. Tu sors pas comme ça de 20 ans de censure et de lynchage médiatique. Donc, il y a encore des résistances, mais globalement, on peut dire que oui, ça va mieux. Ça va mieux. Bientôt des Zéniths, peut-être, de nouveau. Qui sait? Bah, oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a le potentiel. C'est ce qu'on remarque. Donc, oui, je pense que, ou si c'est pas un zénith, on va attendre l'été et on trouvera des endroits vachement grands et bien positionnés pour faire un show. Là, on est revenu dans les 1000 personnes, mais je pense qu'effectivement, les 5-6 000 personnes, ça devrait pas tarder maintenant. Il faut trouver l'endroit. C'est ça. Mais c'est intéressant, hein, parce que c'est une expérience en termes de production, en termes de unique, quoi. D'ailleurs c'est la première fois qu'on peut remplir ce genre de salle sans aucune promotion télé, sans aucun soutien des médias traditionnels, aucune affiche. Et ça c'est remarquable et ça pose une question, c'est sur l'avenir de ce que sera ce métier, ce travail. C'est pour ça que c'est très bien. Puis l'élection de Trump aussi a aidé Elon Musk. Ouvrir les vannes de la liberté d'expression sur X. Et puis on sent bien que même les autres GAFAM sont obligés de suivre maintenant. D'ailleurs, ça tombe très bien que que tu parles de ça, parce que tu parlais justement de l'évolution. Et je voulais savoir, en tant qu'humoriste, maintenant, comment est-ce que toi tu vois l'évolution de la scène française actuelle? Bah, moi, j'ai pas trop le temps de regarder ce qui se passe autour, mais grâce à Jamel Kaibou, qui lui est une génération plus jeune, il me permet d'être en contact avec cette nouvelle génération. Et c'est toujours pareil. Il y en a une qui est pas mal, qui est Blanche Gardin, qui s'est fait Oui. ostraciser il y a pas longtemps pour un sketch, un super sketch d'ailleurs. Très très drôle. Et il y a encore ces résistances, hein, cet odieux chantage à l'antisémitisme qui gère la censure. Hein. C'est une petite mafia
qui ne représentent pas nos compatriotes juifs, faut bien le préciser, parce que eux sont les premières victimes de cette mafia, composée de juifs, c'est vrai, mais qui ne représentent absolument pas les juifs de France, et qui organise la censure. Toujours autour des mêmes sujets. Hein. Et en France, on peut rire de tout, mais il y a une limite. Et cette limite, c'est les intérêts de cette mafia qui, on le voit aujourd'hui, qui est en train de s'en prendre à Kanye West. Oui, exactement. Aux États-Unis, que je soutiens bien évidemment. Et courageusement, il use de sa liberté d'expression pour dire stop. Et puis le fait que ce soit un noir, évidemment, c'est très symbolique, mais je pense que c'est très important parce que c'est tous ces Afro-Américains qui n'obéissent plus à cette mafia, et ça c'est bien. Ça, je pense que, et bon, moi j'ai été certainement un des premiers à dire stop, quoi. Voilà, personne n'a à culpabiliser les autres par rapport à une souffrance voilà. Moi, je sais pas parce que je suis noir que je vais vous reprocher parce que vous êtes blanc de vous culpabiliser sur l'esclavage. Non, l'esclavage. Moi, j'ai étudié l'histoire. Je sais qui a organisé, qui a financé, qui a profité de ce commerce. Et c'est certainement pas le petit blanc de France. Lui, comme d'habitude, le gilet jaune, le mineur du nord de la France, c'était une victime au même titre que les esclaves. Ça, j'en suis parfaitement conscient, moi. Donc, c'est pour ça que cette compétition victimaire, cette hiérarchisation, ça a toujours été pour moi une matière humoristique. Et j'ai rigolé avec ça et je continue à le faire parce que le chantage victimaire est odieux, obscène, et il continue. On l'a vu d'ailleurs avec cette guerre à Gaza, où après le 7 octobre, tout est justifié, tout est justifiable en fait. Et de la même façon qu'il faut pas non plus qu'il y ait de compétition victimaire côté palestinien, mais voilà, c'est surtout côté israélien. Dans les médias français, c'est impressionnant de voir le deux poids deux mesures, quoi. C'est-à-dire que quand c'est un Israélien qui est victime de barbarie, bon bah là c'est tous les journaux. Et quand c'est un Palestinien, bah et puis personne n'en parle, c'est normal, on livre des armes. Bon bah tout ça c'est les gens le voient et je pense qu'on est nombreux à le dénoncer, ce que fait Kanye West d'ailleurs. Et il a raison de le faire. Après le chantage à l'antisémitisme, ça suffit à un moment donné, quoi. C'est surtout un petit groupe de juifs qui détestent les nègres. Et bon, et les nègres, ils en ont marre, quoi. Et donc aujourd'hui, ils le disent. Et je suis très content. D'ailleurs, je le connaissais pas, un chanteur franco-israélien, Amir. Je sais pas si vous le connaissez, c'est peut-être plus de votre génération, ça. Ah oui, Amir, ouais. Ouais. Et qui s'en est pris à Kanye West et qui a parlé de moi. Alors moi, je le connaissais même pas. Je savais même pas qu'il existait, moi, Amir. Et il se permet de dire que Kanye West va finir dans les poubelles de l'histoire comme moi. Et le mec, de quelle histoire il parle déjà? Alors si c'est l'histoire de son petit monde à lui, de son petit monde juif, des médias, alors oui, effectivement, je fais partie des poubelles, je suis au courant. Mais lui, il est déjà dans mes poubelles, lui. Son œuvre, non seulement je le connais pas, mais dans les poubelles de mon histoire, lui, il y est né et il restera jusqu'à la fin de ses jours. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on se respecte. Là, ils sont en train d'insulter Kanye West et tous les Noirs américains. Ce petit ramassis d'artistes israéliens, là, racistes. Bon, ils ne représentent pas les Israéliens et les Juifs de France, mais il serait quand même bon qu'on leur rentre dans la gueule. Et Kanye West, il a bien raison de le faire. Et que les Juifs de France, la communauté, arrête de les soutenir. Parce que ce sont des gens racistes, qui font des signes obscènes comme ça envers les Noirs, on va pas se laisser insulter comme ça combien de temps, tu vois. Alors, c'est pas possible de laisser... Amir, il s'appelle, le mec, et il fait des doigts d'honneur à la population nègre. Mais qui se prend pour qui, ce mec? C'est quand même incroyable. Je veux dire, on n'a pas de leçon de morale à écouter de ce type d'individu, quoi. Exactement. Donc, je pense que c'est important, voilà, c'est de répondre aussi, et puis... parce qu'ils sont juifs, ils se croient tout permis, ces gens-là. Alors c'est terminé ce temps-là.
non seulement ils représentent pas les Juifs de France, mais en plus de ça, c'est une petite mafia qui a chaud aux fesses en ce moment et qui est en train de se chier dessus. Ils ont raison d'ailleurs. C'est pour ça que j'incite vraiment tous les Juifs de France à nous rejoindre et à prendre leur distance avec cette mafia. Sur le site, là, on peut voir vendredi 13, dernier spectacle. Alors, dernier spectacle en date ou... Alors, bah ouais, dernier spectacle. Bon, moi, de toute façon, j'ai toujours remonté le courant un peu comme un saumon. Euh, ça a été ça, ma carrière. Donc, les pattes d'ours, j'en ai vu un paquet. Donc, comment le dernier spectacle en date, ça c'est sûr. Après, bon, j'ai 60 ans, 59 ans exactement, avant-hier. Combien de temps ça va durer? C'est bon. J'ai pour projet, normalement l'année prochaine, de faire une école du rire en ligne, parce que c'est l'âge de la transmission. Donc il y a pas mal de gens en tournée qui me disent ouais Diodo, est-ce que t'as des conseils? Est-ce que tu t'as pas envie de donner des cours de comédie par rapport à ton travail, à ton art? Alors j'ai décidé, ouais, en dernière étape, je pense après avoir fait mes spectacles, ben, d'ouvrir une petite école en ligne avec des petites classes de 10, 12 personnes qui veulent faire comme ça veulent faire rire les autres et qui auraient peut-être besoin des conseils d'un mec qui a fait ça pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans bientôt. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu la direction que j'ai envie de prendre. Mais alors, ce spectacle, en tout cas, c'est un spectacle qui fait vraiment marrer les gens. Je suis étonné parce que je pensais que ce serait un sujet compliqué, surtout l'année de commémoration des attentats. Mais bon, les gens sont là, ils se marrent. Justement, tu parlais de conseils tout à l'heure. Et je voulais savoir maintenant, un jeune humoriste, un gamin qui veut se lancer dans l'humour, mais qui voudrait être taquin comme toi. Quel conseil tu pourrais lui donner pour aborder des sujets sensibles? Normalement, c'est dans le rôle du bouffon à la cour de se moquer, de mettre le doigt sur les tabous. Il le fait en riant et c'est autorisé. Et eh bien en France, c'est de plus en plus compliqué. Il y a de l'autocensure. Et une autocensure qui est donc les mecs ont très très peur. Ils ont un talent incroyable, tous ceux que j'ai pu voir, mais ils ont peur. Donc ils font de la soupe et ils abordent les sujets qui sont autorisés. Alors c'est pour ça qu'on a systématiquement un humour qui est, on a le droit de se moquer de l'extrême droite, des cathos, on a le droit de se moquer des Arabes, on a le droit de se moquer des Russes, voilà. Et puis et puis c'est tout. Et le reste, c'est interdit et vous êtes poursuivi pour incitation à la haine envers différents groupes, alors que normalement il devrait y avoir une immunité Bien sûr. sur scène, comme les juges, comme les procureurs ont une immunité ou les avocats dans un tribunal, sur une scène, le comique, l'artiste, il devrait avoir la même immunité. Mais non. Alors à moins peut-être d'être appartenir à un groupe, être franc-maçon, je ne sais quoi. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que la liberté de parole, elle est uniquement pour les magistrats. Et quand moi j'apparais sur le mur des cons du syndicat de la magistrature, et ils nous expliquent, les magistrats, que c'est un défouloir. D'accord, mais alors moi je suis professionnel. Moi je suis un professionnel, comment je fais Non, toi c'est la haine. Ah d'accord, ok. Donc on t'a compris qu'après, les gens à un moment donné en ont marre. Hein, et donc il y a des jeunes désespérés qui observent ce deux poids deux mesures, qui pensent qu'il n'y a plus aucune solution et qui, comme les frères de Mohamed Abdeslam, pètent les plombs et rentrent dans un cercle de folie, une folie meurtrière qui ne résout rien, mais qui est à l'image du système qui est en train de nous broyer en fait. Revenons un petit peu au spectacle, justement, tu parlais de Vendredi 13. Y a-t-il une blague ou un sketch dans Vendredi 13 dont tu es particulièrement fier? Un truc que tu t'es dit, allez, celle-là, si ça marche, franchement. Ouais, il y a pas mal de sketchs quand même assez intéressants, assez drôles. Il y a un sketch qui reprend un peu un autre sketch que j'avais fait il y a 20 ans. C'est la fine équipe du 11. Ah oui.
Ouais. Ah oui. C'est le Mola Jean-Jacques cette fois-ci. C'est un Antillais, un converti qui qui forme les kamikazes, enfin qui les motive, toujours autour du concept des 1000 vierges, mais il y a apporté ses petites modifications, son petit perfectionnement. Et je peux pas le dire lequel, mais les gens se marrent bien. Ouais. As-tu peut-être des anecdotes de création ou d'improvisation qui t'ont marqué, qui ont marqué ce spectacle? Alors, bah là, ce spectacle, ça n'est qu'une succession d'anecdotes, de discussions vachement sérieuses avec Mohamed Abdeslam. On discute, on parle. Alors lui, il est pas du tout comique au départ. Et moi, j'essaye d'extraire la vision humoristique de la situation qu'il est en train de me décrire. Donc, il y a eu plein d'anecdotes où de temps en temps, on a rigolé ensemble en écrivant ce bouquin. Et il s'attendait pas, il me disait, je pensais pas que je pourrais rire de ça un jour. Et moi aussi, je lui dis, moi non plus, mais t'as vu, on y arrive parce que c'est des histoires d'êtres humains, en fait. On les a fait sortir de l'humanité, les frères Abdeslam. On a dit ils n'étaient plus des êtres humains, mais si. Et c'est parce que ce sont des êtres humains que qu'on arrive à trouver le rire, parce que et c'est des êtres humains qui se sont perdus, ça c'est certain. Ils sont tombés dans la folie. Mais Salah, lui, il est encore en vie. Et il avait un gilet. Donc à un moment donné, vous devez imaginer que quelqu'un lui a mis un gilet avec des explosifs. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et bah, tout ça, c'est dans le bouquin. C'est intéressant. Donc oui, des anecdotes. Bah, il y en a toujours à chaque spectacle. Et puis comme ma façon de jouer dans différentes salles, il y a eu des arrêtés préfectoraux, il y a les avocats, il y a les flics. Alors, des anecdotes, j'ai que ça, en fait. Il faudrait que je m'arrête un jour et que j'écrive. Mais quand on aurait fini de jouer mes sketchs. Euh, du coup, justement, peut-être par rapport à l'idée de l'école en ligne et tout ça, euh, est-ce qu'il est-ce qu'il serait possible par la suite, par exemple, de produire de nouveaux artistes ou Ben, d'écrire des spectacles pour de nouveaux de ouais. jeunes artistes? Mais en fait, c'est vrai que j'ai été concentré sur mon activité d'humoriste. C'est surtout avec des vents contraires importants, donc il a fallu. Là, j'ai une équipe, une nouvelle équipe extrêmement performante. Donc à partir du moment où l'équipe se met en place, les réseaux sociaux reviennent. On a une chaîne YouTube, Dieudo officiel. On a Et ta chaîne TikTok que tu as là? ouais TikTok. Ah yes, ça Abonnez-vous la famille revient. d'ailleurs. Tout ça, ça Abonnez-vous. revient. Donc c'est plutôt voilà. Et donc la tentative d'exécution sociale des deux associations qui organisent la censure, donc qui sont le CRIF et la LICRA, ben, ces deux associations, elles ont échoué, elles ont perdu. Je suis encore là. Et maintenant, eux, ils sont en survie. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Trump a tapé d'un poing sur la table. Bon, ils soutiennent évidemment Israël, mais les sionistes de France, bah, ils sont pas dans la même situation qu'il y a quelques mois là. Ils sont obligés d'ouvrir les portes. Ils ont plus le pouvoir absolu qu'ils avaient il y a quelques temps. Puis la France, elle est dans une situation très compliquée. La France, elle a perdu toute son influence internationale. La France, elle a perdu ses ressources et matières premières africaines. La France est dans une situation extrêmement compliquée. Et quand les Français vont s'apercevoir que c'est pas les musulmans qui les ont mis dans cette situation, Ah non. non, c'est le CRIF et c'est la LICRA qui a organisé, si vous voulez, une guerre interne. Et on le voit avec Zemmour qui essaye de manière un peu aujourd'hui désespérée de créer une guerre civile en France, qui n'arrivera pas. Parce que les gens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, moi j'appartiens au monde chrétien, et je vois bien que ces gens qui sont croyants, ils veulent la paix et vivre en paix en famille. C'est tout ce qu'ils veulent. Exactement. Et il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ces gens-là s'entretuent, quoi. Et ce sont toujours les mêmes. Et ce ne sont pas
les Juifs de France, nos compatriotes, qui eux aussi veulent vivre dans la même situation que nous. En paix aussi. Mais c'est une mafia juive aussi. Et c'est pour ça que c'est à nos compatriotes juifs de nous débarrasser de ce cancer qu'est cette mafia. Tu sais, c'est comme en Italie. Tous les Italiens sont pas dans la mafia. Et ben, c'est pareil avec Ça fait une sacrée grosse mafia quand même. mais là, elle est encore plus grosse que la mafia, que la Cosa Nostra. Ouais. Parce que là, elle fabrique la monnaie, les Rothschild et compagnie. C'est des gens qui fabriquent l'argent. Ils ont un pouvoir que Totorina n'avait pas. Et donc, voilà, c'est cette mafia-là. Je pense qu'avec Trump et Musk, bon, déjà, et Poutine surtout, évidemment, entre et Poutine, eh bien, elle est dans une situation très, 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 très délicate. Et elle ne tient son pouvoir que du dollar et de la monnaie qu'elle fabrique. Donc, on va voir. Bon, je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes dans la communauté juive qui tiennent ce discours et il faut vraiment les encourager. Et moi, j'oublie pas que Jésus est né dans la communauté juive, hein. Donc bon, il s'en est sorti et il s'en est sorti et en disant ce qu'il avait à dire. Et donc voilà, moi je trouve qu'on est vraiment on est dans un monde extrêmement finalement, il n'a pas vraiment changé depuis 2000 ans, mais là, il est en train de changer brutalement. Oui. On parlait justement des jeunes du public. Je voulais savoir, vu que le public a évolué au fil des temps, enfin au fil du temps plutôt, comment perçois-tu les nouvelles générations de spectateurs par rapport à ton humour et à tes messages? Alors moi, je remarque que j'ai des spectateurs de tout âge, certains ont mon âge, mais il y a des spectateurs vraiment beaucoup plus jeunes. Ils viennent, alors pour l'instant c'est le père et le fils ou la fille. Bon, c'est assez masculin mon public, mais quand même il y a de plus en plus de femmes aussi. Et bientôt ça sera le grand-père, le père et le fils. Mais je suis pas bien loin parce que je vais être grand-père bientôt. Ah bah félicitations. Ouais, enfin non, pas encore. Hein. Attends, de là, il va se passer un peu de temps. Et donc, oui, je remarque que mon public, il est toujours le même et puis il vient de tous les milieux. C'est ça qui est extraordinaire. Exactement. C'est merveilleux d'avoir des mecs qui viennent de l'extrême droite, catho tradi à côté de hippies, à côté de musulmans, de femmes voilées. Enfin, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir ce public-là. Tu as un très beau mélange dans ton public. Et ça, j'ai pu le remarquer. Tu peux très bien les juifs aussi. Oui. C'est un tout. Tu rentres dans cette salle, t'es bien. Ouais. Alors, on a une chance par rapport aux jeunes générations, si vous voulez, s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils suivent un petit peu mon parcours, puisque moi, je me suis adapté à la censure, à toutes les étapes. Et effectivement, la diodosphère, ça a été ma bouée de sauvetage au départ, puisque c'est à partir du moment où on vous interdit les salles, c'est une chose, mais après on vous ferme les billetteries, c'est-à-dire qu'on peut plus réserver donc vous aviez la Fnac à l'époque, Ticketnet, Billets Réduc. Exactement, il y avait du choix. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où on m'a bloqué aussi ces espaces, là je pouvais carrément plus travailler. Donc et d'ailleurs, j'incite les gens à aller sur la Diodosphère s'ils veulent venir voir mon spectacle. Et Diodocube, on en a monté 2 d'ailleurs au cas où. C'est toujours bien d'avoir un bateau à quai au cas où l'autre prend l'eau. Et donc on s'est vraiment adapté à une censure mafieuse très 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 extrêmement puissante, la plus puissante certainement aujourd'hui en Occident. Et elle est en train de sombrer. Et je suis content d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice. Et puis dans l'humour français, de toute façon, c'est en vieillissant et en écoutant les jeunes générations qu'on sait qu'on a marqué son époque. Donc quand je vois tous ces jeunes humoristes qui viennent me voir et me dire que je les ai inspirés, voilà, c'est pour ça que je suis maintenant dans l'âge de la transmission et que cette école du rire qui devrait arriver au mois de, je sais pas encore exactement quand, mais bientôt, au mois de septembre. Et donc là, on est en train de mettre ça en place. Ça va être un moment où je vais
eh ben, partager avec les gens ces années de folie que j'ai vécues, quoi. Ah, c'est vrai que t'as pu en inspirer beaucoup parce que j'ai pu voir une vidéo de Alban Ivanov, ceux qui le Ouais. connaissent, hein, c'est un humoriste, et il le dit ouvertement d'ailleurs, qui s'est inspiré de toi. Et de Coluche aussi. Ouais, c'est ça. Et tu le Ouais, vois quand il joue, qu'il a des petits trucs à ta ouais, façon. ouais, ouais. Foresti aussi me l'avait dit. Faut rester aussi, Il exactement. ouais, ouais, il y en a plein qui viennent me le dire, hein, d'ailleurs. Plein, plein, énormément. Ah, ça bug. Connaissance de cette nouvelle génération. Et puis j'ai la reconnaissance de mes pères aussi. C'est-à-dire de ceux qui m'ont inspiré. Que ce soit Coluche, par l'intermédiaire de son environnement, qui me dit, si Coluche était là, franchement, il aurait adoré faire un spectacle avec toi. Daniel Prévost, que j'ai côtoyé, qui est un ami. L'autre jour, j'ai vu une émission Didier Bourdon, Les Inconnus, parce qu'eux aussi, ils m'ont vraiment inspiré. La télé des Inconnus, qui disait que pour lui, j'étais certainement l'un des meilleurs dans l'écriture et dans le jeu humoriste. Donc, le fait d'être reconnu par l'intégralité, on va dire, de cette profession, ben ça, ouais, c'est sûr que ça me fait plaisir. Maintenant que j'ai vieilli et que je m'approche de la fin, je recommence à écouter ce que les autres racontent. Et puis je me dis, ben ça fait très plaisir. C'est là que tu vois que tu as fait vraiment, ouais, tu vois, en 40 ans de métier, du bon boulot. Puisqu'au final, Ouais. tout le monde te recommande. On passe de Alexandre Astier à Alban Ivanov. Ouais, Alexandre Astier, pareil, je connais. Grand fan de toi, hein. Ouais, on se connaît un peu et bah, il fait partie aussi, ouais, Bon, on a déjà un univers commun. C'est sûr que on est toujours le maillon d'une chaîne. Hein. Moi, j'ai été inspiré par Audiard aussi, comme lui, je pense. Et puis tout. Il bug un petit peu. Et Ventura. Moi, c'est Gabin. Moi, ça m'a parlé et donc on les retrouve et maintenant, moi, on me retrouve un peu partout, même dans des films. On dit ah putain, ils t'ont pris ces expressions, ils t'ont pris ces répliques. Ouais, En tout cas, ce qui est certain, et ça, ils ne pourront pas, même avec les procès, avec les bracelets électroniques, la prison, ils pourront pas m'enlever cette influence que j'ai pu provoquer, que j'ai pu générer à un moment donné de l'histoire de l'humour en France. Et ça, c'est extraordinaire. Même ceux qui même Ellie, il me dit, mais ouais, mais bon, il a peur. Il était question à un moment donné qu'on fasse un truc ensemble. Mais c'est sûr qu'il est dangereux. C'est sûr. Ah oui. Ouais, mais il est un peu bloqué. Il a peur parce qu'il est dans une petite niche et le fait de faire quelque chose avec moi, ça, il a peur que ça le mette en danger par rapport à sortir de sa zone de confort. Oui, c'est ça. Ouais, tu sais, c'est son travail, c'est son métier. Il y a passé sa vie aussi et là, il fait ses petits ducobus, ses machins. Il a peur de ne plus pouvoir les faire, quoi. S'il fait un truc avec moi. Et alors que ce qui est certain, c'est que sur le plan du business, ce serait un carton. Et il le sait. Un film avec Ellie, ça serait, on serait certainement le film le plus regardé, le film comique le plus regardé de l'année, et ça ferait des recettes énormes. Mais il y a encore cette pression politique. Vous vous rendez compte que pour ceux qui organisent la censure, je suis vraiment l'exemple de leur échec. C'est-à-dire, ils appuyaient sur un bouton jusqu'à moi, et la personne était dissoute, elle n'existait plus, quoi. Et là, ils appuient pendant 20 ans sur le bouton. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas, ça. Parce qu'on ne peut pas, éteindre le rire. C'est quelque chose qui est, ils ne peuvent pas, les gens rigolent parce que, au fond, et c'est Césaire qui m'avait dit, rire avec la souffrance nègre, vous allez les détruire. Mais évidemment, quand l'esclave se met à rire face à l'esclavagiste, au maître censeur, à un moment donné, il est considéré comme le diable. Alors il me considère comme le diable. Mais bon, moi je leur dis calmez-vous. Moi j'ai demandé pardon si j'ai pu faire des blessés, heurtés. Maintenant, c'est à vous de me demander pardon. Mais faites-le avant de mourir. Demandez-moi pardon. Ben voilà, ils ont du mal. Ça gratte la gorge. Ouais, ils ont une fierté mal placée. Ils ont ce qu'on appelle un complexe
de supériorité, ces C'est gens-là. ça. Et je l'ai vu avec ce petit Amir là que je connais pas, mais qui dit que moi et Kenny West on est dans les poubelles de l'histoire. Mais de quelle histoire tu parles? Tu n'es même pas dans l'histoire, Amir. Je te connaissais pas moi. Et je crois même d'ailleurs qu'il te connaît pas en fait. Mais non, mais il doit pas me connaître. Mais c'est lui qui me cite. Il me dit lui parce que mais enfin c'est quand même. Et puis l'histoire, c'est chacun a son histoire. C'est-à-dire, les poubelles de ton histoire, je sais bien que j'en fais partie, mais sache que tu fais partie des poubelles de mon histoire aussi. J'en ai rien à foutre de tes chansons, mon pauvre ami. Et en plus de ça, je le connaissais pas, je suis allé écouter, toi. Mais tu vois, on sent qu'il se donne du mal. Mais Il essaye. c'est de la merde. Non, mais c'est de la merde. Mais c'est pas grave, tu vois. Mais je veux dire, je lui en veux pas pour ça. Et bon, en même temps, qu'est-ce que je te dis? Le mec, il vient me chercher, ce con. Le mec, je le connais pas, il vient me dire que, mais t'es qui, toi? Et puis c'est extraordinaire, tu sais, parce qu'il a fait 2-3 émissions de télé, le mec, il croit qu'il est dans l'histoire. Ah, ils sont magnifiques, ils sont extraordinaires, ces gens-là. Du coup, au fil du temps, là, de la tournée, on voit qu'il y a des dates qui se rajoutent sur le site. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui vont être ajoutées? C'est quoi? C'est par rapport au nombre de personnes qu'on peut retrouver dans chaque ville? C'est-à-dire qu'on est complet et on est obligé de rajouter des dates. Pareil à Paris, le Diodobus. Aller sur la Diodosphère, il y a des places pour pour tout le monde et partout maintenant. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. C'est hallucinant le succès. Je sais pas si vous imaginez en fait en l'espace d'un an là, refaire des salles de 1000 places. Enfin, c'est hallucinant. C'est tout simplement. Je reviens au niveau des années folles là. Et donc il me manque simplement l'ouverture des zéniths pour pouvoir les remplir. Et moi je pense que les gens ont besoin de rigoler. Et je pense que le travail que je fais de réconciliation avec la communauté juive là, il faut se profiter de cette vague pour travailler ensemble à tout cela. Mais bon, voilà, je tombe sur des hurluberlus genre Abir il dit non, faut le laisser dans les poubelles de l'histoire. Ouais, mais les poubelles, mon pauvre ami. Les Français sont tous dans cette poubelle. Et ils ont et le mec, tu sais, mais c'est incroyable parce que cette arrogance, cette puanteur, si tu veux, de prendre les gens pour de la merde, tu vois. Pour Amir, on vit dans une poubelle, les amis. On est dans les poubelles. Tu vois, c'est parce que pour lui, c'est notre place. Mais calme-toi. On a compris que tu voulais faire partie de la mafia, mais calme-toi. Le problème, c'est que tu remplis, même si demain tu refais des zéniths, tu vas plus remplir de zéniths que lui, hein, ça c'est clair et net. Donc, mais c'est évident. C'est le côté lui, il va avoir les comités d'entreprise, il va avoir la communauté. Mais je veux dire, mais c'est tout. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc, moi, je comprends qu'en ce moment, il y a une sorte de repli communautaire dû à la guerre. Et puis, à l'image que renvoie Israël, et une image en un an, depuis le 7 octobre, Israël a une image détestable dans le monde. Bon, donc je comprends qu'il y a, mais il faut justement à ce moment-là recréer des liens, et c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce qu'on essaye de faire avec des membres de cette communauté qui ont compris qu'il faut arrêter de culpabiliser le monde entier sur leur souffrance et qu'il faut au contraire imaginer un monde avec une seule souffrance qui est la souffrance des êtres humains. Voilà. Exactement. Il y a plein de questions, hein. On répond pas, mais ouais. Ouais, ça va très très vite. Hein. Ouais. Du coup, Bordeaux, c'est pour quand? Bah justement, Alors Bordeaux, c'est le 21 février, Bordeaux. Ouais. Ben, allez sur Diodosphère, les amis, si vous voulez savoir. Je suis dans toute la France, partout. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et vous allez vraiment rigoler cette fois-ci. J'ai décidé dans ce spectacle particulièrement de tout donner. Ouais, d'aller chercher le point de rupture. En finir avec l'humour officiel. Voilà. Donc normalement, si tout se passe bien, à la fin de ce spectacle, je devrais être en tôle. Si tout se passe bien. Vraiment, voilà.
Du coup, demain, tu C'est le seras dernier sur... grade à passer. C'est ça. Demain, tu seras sur Metz, du coup, demain soir. Ouais, Metz, Samedi, Nancy, Nancy. Strasbourg. Ouais. Et Strasbourg dimanche, donc la famille strasbourgeois, les Alsaciens, Alsaciennes, n'hésitez pas, Dieu de sphère du coup, n'hésitez pas à prendre vos places. Pareil pour les Messois, les Nansois, n'hésitez surtout pas, prenez vos places, il est là dès demain soir, à partir de 20h. Faites-vous plaisir, prenez vos places, Ludosphère ou Ludocube. C'est à vos choix, faites-vous plaisir. Je serai d'ailleurs sur place aussi pour Strasbourg, pour dimanche. Ah ouais, super. Donc voilà. Vous avez aussi la petite boutique petitponey.shop aussi, si vous Exactement. voulez le t-shirt, la Le peluche. t-shirt. La petite peluche, qui est content de voir son père d'ailleurs. Salut, salut. Salut, fiston. Tiens, il y a ton frère qui est là, regarde. Ah ouais. Toute la famille. Ah ouais, bien. Ouais, la petite sœur, tu vois, tout ce monde est là. Non, mais en tout cas, là, il y a une personne qui me demande de Marc-Édouard Nab, c'est quand que tu le rencontres? Il n'y a pas de problème pour rencontrer Nab, on s'est connus il y a longtemps. Donc, si il veut me revoir, Marc-Édouard, ça sera avec plaisir. Et moi, je suis ouvert à la discussion avec n'importe qui, même Manuel Valls, s'il faut, pas de problème. J'avais vu l'interview que tu avais fait avec le flic, là. Ouais. Ah, lui, il était, hein, borné, juste de chez borné, lui, hein. Ah, lui, Fatigant ouais. comme personne, fatigant. je sais pas comment t'as fait pour garder ton calme. Honnêtement, je pense que j'aurais tenu 2 minutes, ils auraient... C'est dur, c'est dur. Non, mais c'est parfois dur, mais en même temps, moi, j'aime bien les gens. J'aime bien discuter et je pense que personne ne pense de la même façon. Et donc, je suis intéressé par le mécanisme de raisonnement des gens. Et c'est souvent sur des malentendus, en fait, qu'on se prend la tête. Parce que, en réalité, on cherche à peu près la même chose, tous, quoi. Et c'est pour ça que cette rencontre avec des membres de la communauté juive, ça a été vraiment important pour moi parce que les médias m'avaient installé dans la position d'un antisémite, vraiment un représentant même de l'antisémitisme en France. Et puis le fait d'avoir fait cette démarche, ben ça a cassé cette image-là et ça m'a permis enfin de rencontrer mes compatriotes juifs et de rire avec eux et de plaisanter. Et ça c'est parce que très vite en fait on se laisse enfermer dans un rôle et c'est pas. Oui, je continuerai à me battre contre la mafia juive du CRIF. Oui, ça c'est une évidence. Mais elle ne représente pas nos compatriotes. Il faut bien le comprendre. Et je dirais même que nos compatriotes sont les premières victimes de cette mafia. Exactement. Jean-Marie Le Pen, on me pose des questions oui, sur justement, ouais. Quel est ton ressenti pour la mort de Jean-Marie Le Pen? Ouais. Ben voilà, Jean-Marie Le Pen, c'était alors l'homme politique, je le juge pas, j'ai jamais fait partie de son mouvement, mais j'ai cherché à le rencontrer parce que toujours pareil, comme je le disais tout à l'heure, pour comprendre le mécanisme de la pensée, on m'a dit que c'était le diable, donc il fallait que je le rencontre. C'est quand même incroyable c'est comme si j'avais eu l'occasion de rencontrer Adolf Hitler, je l'aurais fait. À l'époque, c'était à peu près pareil. Puis je me suis aperçu que il avait rien à voir avec ce qu'on pouvait raconter. Ouais. Et puis surtout qu'en vieillissant, peut-être que Le Pen, quand je regarde des images, on n'aurait peut-être pas été copains quand il revient d'Algérie, tout ça. Il était aussi enfermé dans une époque que j'ai pas connue. Mais le Le Pen que j'ai connu, moi, c'était un homme qui avait vraiment évolué, qui avait changé, qui était ouvert, qui était pas du tout raciste. Et lui, il était pour l'Algérie française. Il me disait, mais moi, je comprends pas. Moi, je voulais donner la nationalité française à ceux qui habitent aux indigènes là-bas. Et on aurait tous été français. Et c'était une autre vision du monde, en fait, tout simplement. Et après, il respectait les Algériens bien plus que il avait fait la guerre contre eux, mais il les respectait bien plus. Et je crois qu'au final, il avait plus de respect pour ces Algériens qui se sont battus que pour une bonne partie de la gauche française qui, sous couvert de beaux sentiments, en fait, ont servi une colonisation qui est encore plus puante, où on a mis à la tête des États des présidents de façade, des gouvernements de façade, pour mieux piller encore et continuer à piller l'Afrique. Donc voilà. Donc moi Le Pen, c'est cet homme, un homme qui n'était pas parfait, mais surtout un homme libre. J'ai eu des discussions avec lui, notamment sur la condition des Noirs, et c'est le seul personnage blanc
politique important qui est dénoncé le système béquet. Les béquets, ce sont nos nazis à nous, les Noirs. Les béquets, ce sont ceux qui ont fait le commerce, enfin qui ont utilisé les esclaves comme des bêtes de somme, comme des objets. Et ces gens-là sont toujours au pouvoir aux Antilles. Ils possèdent le foncier. Eh ben Jean-Marie Le Pen, il a dénoncé ce système. Et j'ai compris que c'était le seul homme politique que les béquets ne finançaient pas. Les béquets qui sont des multimilliardaires. Il faut comprendre que là, en ce moment, on parle de la vie chère en Martinique et en Guadeloupe, parce que les béquets, donc les descendants d'esclavagistes, détiennent encore tous les réseaux de distribution de la bouffe, les grandes surfaces et tout ça. Et donc, eh bien voilà, Jean-Marie Le Pen, c'était le seul homme, suite à la discussion qu'on avait eue, qui avait dénoncé ce système. Les autres ne peuvent pas dénoncer les béquets, puisque finalement les béquets, ce sont vos béquets maintenant qui sont à l'Élysée. Ils vous traitent comme on traitait le noir esclave. C'est-à-dire qu'on vous vaccine, vous n'avez plus le droit de refuser. C'est-à-dire que votre corps ne vous appartient pas, vous n'êtes pas souverain dans votre propre identité. On va vous piquer comme ça. Merde. Et puis vous êtes des esclaves. Vous payez jusque dans la mort, où vous devez payer un emplacement pour votre tombe. Alors il n'y a pas encore de taxe d'habitation, mais peut-être un jour ils vont mettre ça en place. Oui. Alors on parle de Le Pen qui a torturé en Algérie. Moi j'étais pas en Algérie. C'est vrai que Le Pen a torturé. Enfin je sais pas s'il a torturé. Je sais pas. Mais tout ce que je sais c'est que le ministre de l'Intérieur à l'époque c'était François Mitterrand. Et Jean-Marie Le Pen c'était un simple soldat. Et donc il a certainement obéi à des ordres. Il fallait peut-être pas le faire. Face à sa conscience, je crois qu'il a fait et je crois qu'il aurait été prêt à s'en excuser, à demander pardon pour les actions qu'il a faites qui n'étaient pas justes. C'était un homme sage à la fin de sa vie et il aurait fallu en discuter avec lui. Je peux pas répondre à sa place. Exactement. D'autres questions? Ou on est tout bon? Parce que je vois qu'il est déjà 20 heures passées, on va quand même le libérer, puisque demain il travaille. Hein. Ouais. Ben, en tout cas, il y a plein de gens qui posent des questions, il faudrait en refaire. De toute façon, on va en refaire, c'est un peu l'objectif. Hein. On se refait des lives de temps en temps. Et puis, merci en tout cas à vous, les gars. Et puis, merci à toi, Dido, merci à toi. On se retrouve bientôt. Et pour ma part, on se retrouve on pourrait peut-être même en refaire un où on répond aux questions que des commentaires, hein, au pire. Ouais, pas de problème. Ben, vous voyez ça avec toute l'équipe. Hein. Pas de problème. Je reste à votre disposition. Ça marche. La famille, n'hésitez pas du coup à aller sur la Dudiosphère Dudiocube pour les places. Je répète, il est là demain soir, il est à Metz. Samedi, il est sur Nancy. Strasbourg, c'est dimanche. Bordeaux, c'est le vendredi 21 février. Et ensuite, il y a toute la liste. Je ne vais pas tout vous la faire parce que la liste est très longue. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places, la famille. Faites-vous plaisir. Abonnez-vous à son compte, c'est son nouveau compte. Donc, faites-vous plaisir, abonnez-vous avant de partir. Alors, il est où, Judas? Ben, il est en cours, là. Il est à l'école. Du coup, merci à toi, Diodo. Merci. Ben, merci. Puis je vous dis à bientôt, les gars. À bientôt. Merci d'être passé. Bisous à toi, bisous à tout le monde. Ciao. Merci, mon quenelle. Merci.